fait probablement d'être confinés, eh ben, du coup, non seulement les langues se déliaient, mais voilà, le constat était de plus en plus partagé, amplifié par le contexte, et on s'est dit qu'on ne prendra pas le risque de confier ce projet à des personnes qui ne seraient pas en mesure de le respecter ou comprendre même son essence. Donc, nous avons décidé d'y aller, de le porter et dans le cadre des élections donc de la CTM, de porter ce projet-là ensemble avec effectivement Daniel qui a accepté de porter le poids du candidat. Et donc, on a poursuivi notre démarche, on ne s'en est pas écarté. Et là, on est de plus en plus déterminés, renforcés par cette idée de faire les choses autrement, non pas par simple idéologie ou concept philosophique, mais véritablement de rassembler les bonnes volontés, les hommes, les femmes, les jeunes, les moins jeunes, tous ceux qui partagent cette envie de porter la Martinique, de la doter d'une vision. Et cette vision, c'est quoi? C'est de rassembler véritablement autour de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? Ben, c'est chacun de nous, dans ce que nous sommes, dans ce que nous avons à apporter, dans ce que nous avons aussi à partager, en fait, avec la population pour le pays. Ce que nous sommes aussi, ce sont des personnes qui sont amoureuses de leur pays. Et c'est ça, en fait, qui est vraiment génial, en fait, c'est de réaliser qu'il y a véritablement un autre monde possible, loin des pratiques de partis politiques, loin de manque de sincérité vis-à-vis de la population, de démarches intéressées, non, véritablement, en fait, y aller tel que nous sommes ensemble et même ces rendez-vous-là du mercredi soir permettent de poursuivre le travail de co-construction, de réflexion collective. Et chemin d'avenir, c'est ça. Chemin d'avenir, c'est ça, c'est vous, c'est chacun de vous, c'est nous et c'est ensemble. Donc, voilà un peu chemin d'avenir, ce que c'est. Eh bien, merci Camélia. Écoute, Daniel, on va te donner la parole. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de voilà, partager ce moment avec nous autour d'un thème ce soir qui est le volet économie de notre programme, avec juste quelques mots d'introduction pour faire partager un petit peu la sève, la substance, puisque nous avons vraiment à cœur de proposer un modèle économique ambitieux, innovant et efficient. Ambitieux parce qu'il s'agit pour nous de rentrer dans quelque chose qui serait un peu une rupture avec tout ce qui est politique publique en matière d'accompagnement de l'économie et des entreprises, pour vraiment mettre l'accent sur la production plutôt que la consommation. Donc la production de biens et de services, ce qui veut dire que ça englobe tout un lot de réalités qui va bien évidemment de l'artisanat jusqu'à la production, je dirais, de transformation de produits agroalimentaires, de création et de production de biens. Je vois une styliste avec nous, mais tout ça participe pour nous de ce qu'on appelle la production des biens et des services. Et c'est ce qui nous permettra de rompre un petit peu avec ce modèle d'économie de comptoir qui perdure depuis de trop nombreuses années, qui fait que nous sommes aujourd'hui dans une logique où la consommation est pour moi, et je le dis comme je le pense, l'esclavage des temps modernes, qui nous empêche de concevoir les choses de manière un peu alternative et nous enferme finalement. Donc, de l'audace et de l'innovation autour d'une réalité qui serait plutôt transversale que tubulaire, c'est-à-dire que beaucoup de ce qui a été fait en matière économique depuis des années, je suis un observateur averti puisque j'ai commencé ma vie publique dans le domaine socio-professionnel, donc en étant président des petites et moyennes entreprises, en étant à la Chambre de commerce et d'industrie pendant de très très nombreuses années. Ce qu'il me semble aujourd'hui nécessaire d'offrir à la Martinique, c'est plutôt une vision transversale de l'économie que très sectorisée, puisqu'on a tendance traditionnellement à aider un jour l'agriculture, le lendemain la pêche, ensuite c'était, je ne sais pas, le commerce. Notre vision est plutôt globale et construire une économie
autour de la structuration de filières. Alors, qui sont certes typées, parce que lorsqu'on évoque la question de l'agriculture, par exemple, il faut l'envisager donc dans une réalité d'apport à un ensemble d'activités. L'agriculture est effectivement ce qui permet d'alimenter les Martiniquaises et les Martiniquais, qui doit servir de socle à tout ce qui est filière hôtellerie, restauration, se retrouver aussi dans tout ce qui est, parce que ça participe du patrimoine et de la culture. Donc, c'est-à-dire que l'agriculture bio, bien évidemment, est au service de l'ensemble d'autres activités. Et ce que nous voulons donc mettre en évidence, c'est que quand on regarde un petit peu ce qui se passe, mais dans le monde entier, mais ici aussi à la Martinique, nous sommes engagés dans quelque chose qui est les transitions. C'est-à-dire que nous sommes partis d'un modèle et que nous allons vers un autre modèle. Donc, nous sommes engagés dans une économie de transition. Certaines sont plus évidentes que d'autres. La transition numérique, le digital, c'est un levier d'activité, c'est un levier pour les autres activités. Donc, c'est-à-dire que le digital se retrouve partout, à la fois en support ou en tant qu'activité intrinsèque. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, la transition numérique. La transition énergétique, qui est une évidence parce que nous sommes aujourd'hui dans un mix énergétique où la part faite à la production carbonée est encore trop importante. Il y a du retard qui a été pris. Nous en sommes à peine à 20% donc du mix énergétique en énergie propre, alors que nous devrions déjà être à 30%, et que l'objectif, c'est quand même là aussi d'aller vers l'indépendance énergétique de la Martinique. Tout ce qui est également climatique, parce que nous voyons bien que les variations du climat sont l'occasion d'adaptation dans le cadre de nos activités. Donc cela offre aussi des opportunités. Donc une économie de transition avec deux autres volets qui nous semblent très importants. L'accompagnement des créateurs et des porteurs de projets avec des propositions très claires sur tout ce qui est structure spécifique à l'accompagnement. Alors, ce sont des concepts qui vraiment foisonnent dans le monde entier, mais ici à la Martinique, il n'y en a pas. Donc, faire en sorte que nous ayons la possibilité de créer cet écosystème pour les créateurs d'entreprises et les accompagner. Un autre enjeu, quasiment 50% des TPE vont changer de main dans les 10 ans qui viennent. Tout simplement parce que nous en sommes au deuxième cycle de la deuxième génération d'entrepreneurs, dans bien des cas, et que la relève n'est pas assurée. Donc, rapprocher et anticiper ce besoin d'évolution naturelle des opérateurs traditionnels et avec des jeunes qui sont là en demande. Donc, faire en sorte qu'il y ait ce mix, cette rencontre entre l'offre et la demande dans la logique de transition. Donc, et la couleur que nous voulons apporter à notre économie, c'est une économie avec une valeur ajoutée plus importante. C'est-à-dire que une économie plus créative de valeur et qui puise son essence davantage dans notre patrimoine, dans notre culture, dans notre identité, puisque se développer à la Martinique, ce n'est pas se développer ailleurs. Très bien. Merci Daniel pour cette belle introduction. Alors, le thème, je le rappelle, puisque notre séance de questions donc, peut débuter. Vous pouvez nous envoyer toutes vos questions. Donc, ce soir, on s'est dit développer donc un modèle économique ambitieux, innovant et efficient. Alors, j'ai déjà donc pas mal de questions. Une toute première question concernant les filières agricoles. Donc, tu l'as évoqué là dans ton introduction. Alors, on dit que nous avons des filières agricoles qui sont sous-exploitées, bien souvent noyées et étouffées par les lobbies locaux et le fonctionnement administratif de la Martinique. Que projetez-vous de faire pour eux? Alors, c'est intéressant parce que ça fait partie de notre actu. On était sur le terrain avec des agriculteurs. J'étais encore cet après-midi avec un agriculteur. Vous savez, je pense qu'en matière agricole, il faut revenir au bon sens. D'abord, c'est que l'enjeu de l'agriculture, c'est de donner à manger aux Martiniquaises et aux Martiniquais. Donc, quelles que soient les cultures animales, végétales, c'est ça l'enjeu. Donc, il y a un enjeu de déboucher parce qu'il s'agit de permettre à ces productions de trouver un espace pour être écoulées. Pour ce faire, privilégier les circuits courts. Donc, c'est quand même ce qui a bien fonctionné, nous l'avons vu pendant donc, tout ce qui était confinement.
où les circuits courts ont pu s'organiser et continuent d'ailleurs, puisque nous avons la possibilité, y compris avec notre portable désormais, de commander des paniers et de faire en sorte qu'il y ait donc la possibilité d'accéder à cette production locale. Avec les jeunes agriculteurs, nous avons aussi beaucoup travaillé sur la question de l'accession au foncier. Et là, il y a une réforme de la banque de terre qui est à faire pour qu'il puisse y avoir la possibilité de gérer et de faire accéder dans de meilleures conditions aujourd'hui les jeunes agriculteurs à un espace foncier. Mais c'est aussi réconcilier les Martiniquais avec ce qui est leur capacité à être dans ce qu'on appelle le jardin créole, aussi des producteurs je dirais de produits bio. Donc l'agriculture, la Martinique est un pays extraordinaire parce que tout pousse. Il y a la question des sols et de la chlordécone, mais la bonne nouvelle, c'est que en fonction de la typologie comment dirais-je, des productions ou de ce que l'on plante, on peut malgré tout consommer des produits sains, des produits bio, malgré la réalité de ce que nous savons et de ce que nous connaissons. Donc, mettre l'accent sur l'agriculture, c'est une priorité, ne serait-ce que parce qu'il y a beaucoup de vocations, et vous le voyez comme moi, des jeunes qui s'implantent, qui s'installent. Donc, l'enjeu, c'est de leur permettre d'écouler leur production et de vivre enfin de leur labeur. Alors, très bien, Daniel. Mais justement, concernant cette agriculture en bio, quelles sont les actions que vous comptez mettre en œuvre pour éradiquer l'utilisation totale et définitive des pesticides? Alors, il y a deux choses qu'il faut faire. D'abord, c'est zéro pesticide. C'est ça l'objectif. Zéro pesticide. Alors, encore une fois, restons dans les compétences de la CTM. La question donc de ce qui est aujourd'hui la capacité de faire entrer sur le territoire et d'utiliser des pesticides, c'est une décision qui appartient à l'État. Bien. Maintenant, il nous faut être très vigilants et responsables. Donc, du coup, il y a toute une batterie de mesures qui sont néanmoins envisageables en la matière pour pouvoir d'abord bien faire un état des lieux de ce qui est aujourd'hui consommé, parce qu'on nous parle beaucoup des molécules qui ont généré ce scandale, mais il y a d'autres produits qui sont aujourd'hui, comme le glyphosate, encore accessibles et disponibles, et là, il faut les interdire. Et je rappelle, pour être aussi complet, qu'il y a d'autres types aujourd'hui d'infestations qui nuisent à la santé des Martiniquaises et des Martiniquais dans un certain nombre comme dirais-je, de zones de notre territoire qui sont encore plus dangereuses que la chlordécone. Encore plus dangereuses que la chlordécone. Quand on voit que des matières fécales sont déversées sur les bords de mer et qu'il y a donc par ce biais une interdiction de consommer un certain nombre des productions de la mer qui sont dans ces rivages-là, c'est plus dangereux que la chlordécone. Et nous étions avec des pêcheurs il y a pas très longtemps. Voilà. Ils nous disaient, on a fait des tests et là où nous pêchons, il n'y a pas de chlordécone. Et pourquoi on ne nous autorise plus à pêcher? Merci, Daniel. Alors, tu l'as évoqué aussi tout à l'heure, tu as parlé d'une autre catégorie, des artisans, des artistes. Ils sont très, très nombreux, ils sont talentueux. Qu'est-ce que vous avez prévu pour favoriser l'épanouissement et le développement des activités des artistes et des artisans de la Martinique? Alors, il y a aujourd'hui, comment je veux dire, il y a des dispositifs qui sont disponibles pour les artisans, pour les artistes. Par contre, on se rend compte qu'il n'y a rien de mis en œuvre d'abord pour gérer les suites de la crise. Beaucoup d'artisans ont déjà fermé boutique, beaucoup d'artistes sont en situation d'extrême précarité sociale. Donc, il faut d'abord penser les plaies, les bobos, pour qu'on puisse avoir une action sociale et solidaire à l'attention des artistes et des artisans. Beaucoup d'artisans n'ont rien perçu pendant la crise. Donc ça, il faut rétablir cette injustice. Ensuite, on a déjà beaucoup travaillé sur ces questions-là, mais les artistes aujourd'hui, l'enjeu, c'est quoi? C'est de pouvoir permettre à leur art de s'exprimer et d'être monétisé. Bon. Et c'est pour ça que la CTM, en tant que telle, doit être un acteur d'impulsion qui permette donc de favoriser de la visibilité et organiser ou être en partenariat avec des organisateurs de spectacles. Donc, pour ce faire, là aussi, hein, bon, j'ai beaucoup travaillé dans ce milieu, surtout dans le milieu du cinéma et de l'audiovisuel. Ce qui est attendu,
c'est que la création martiniquaise puisse être financée. Et ça, c'est un engagement que nous prenons, c'est de financer la création artistique martiniquaise, qu'elle soit cinématographique, qu'elle soit autour des arts de la musique, qu'elle soit autour des arts, qu'elle soit autour donc, de tout ce qui est artistique, et je salue Annick avec Artisanaux, tout ce qui est donc création artisanale. Voilà, c'est ça l'enjeu, c'est de dire que nous devons pouvoir accompagner, financer et rendre visible sur notre territoire, mais aussi à l'extérieur. Okay. Et donc, du coup, est-ce que la CTM pourrait aider les entreprises à trouver des leviers financiers? Est-ce que la CTM pourrait… Alors, la question est, est-ce que la CTM pourrait-elle aider les entreprises à trouver des leviers financiers? Ben alors, sur le volet de l'accompagnement des entreprises dans le domaine financier, en tout cas, notre proposition, c'est de créer un accompagnement personnalisé. C'est-à-dire que c'est qu'il y ait une interface unique portée par la CTM qui se charge de négocier avec l'ensemble des partenaires et des acteurs, qu'il s'agisse de la chambre de commerce, qu'il s'agisse des financeurs, qu'il s'agisse des structures de garantie, parce qu'on se rend compte que c'est un parcours du combattant. Et souvent, donc, l'artisan ou même l'artiste est livré à lui-même. Donc, les activités économiques, notre proposition, c'est de faire en sorte qu'il y ait un service clé en main qui permette d'avoir un point d'accès unique plutôt que d'avoir 10 demandes à faire et que nous prenions de la demande jusqu'à la satisfaction, au financement ou au livrable, la possibilité d'être totalement satisfait. Sachant que, et je le répète souvent, nous n'avons pas de problème de financement. D'accord, très bien. Donc, il y avait justement une question qui était liée sur les entreprises qui se trouvent confrontées à, donc on en a parlé tout à l'heure, à des lourdeurs administratives et à cause de délais d'instruction et de paiement qui sont trop longs, elles n'arrivent pas à s'en sortir. Donc, comment améliorer cette situation? Tu as commencé à en parler avec ce guichet unique? Alors, la proposition, c'est de faire la révolution. Voilà, la révolution. C'est inconcevable aujourd'hui que nous ne puissions pas, autour d'une plateforme numérique, gérer la relation avec les citoyens ou les chefs d'entreprise ou les présidents d'associations. Et nous y travaillons encore cet après-midi. Et c'est de dire que c'est faire tomber les cloisons et rendre totalement transparent le processus d'instruction. Donc, avec la possibilité d'avoir une plateforme sur laquelle il y aurait une traçabilité de toutes les étapes depuis la réception de la demande jusqu'au passage en commission ou au passage en plénière et ensuite jusqu'à la notification et au paiement. Que nos compatriotes aient la possibilité d'être dans une maison de verre et de savoir que les engagements de délai que nous prenons, parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas tenus, donc il nous faut être dans une relation tout simplement de qualité avec les citoyens et dire que nous prendrons des engagements fermes sur des délais de réponse, sur des délais de traitement et des délais de mise en œuvre. Donc, et nous pensons qu'en 3 mois, une collectivité moderne doit pouvoir accueillir une demande, l'instruire, délibérer et payer. Très bien. C'est précis en tous les cas. Alors, écoute, il y a 2 autres questions qui sont toujours liées donc, à cette problématique. Donc, il y a MC qui demandait de donner un exemple d'accompagnement des petites entreprises et puis qui se pose la question de comment survivre face aux grands groupes. Alors, un exemple concret d'accompagnement des petites entreprises. Imaginons que nous soyons donc en période de Covid. Nous y sommes toujours, d'accord? Nous sommes toujours en période de Covid. Et nous avons donc un artisan ou une petite entreprise qui a besoin d'accéder à l'aide de la CTM. Bien. Mais nous savons qu'il y a plusieurs guichets possibles, et notamment que la CTM a non seulement des mesures, mais qu'il y a d'autres partenaires. L'État en a, la CCI peut en avoir, ou la Chambre des métiers. Donc, c'est de dire que nous créons ce guichet unique et que le demandeur est accueilli, il est reçu, et que nous allons chercher l'ensemble des aides possibles, disponibles et accessibles, et que nous allons faire en sorte qu'il y ait un lien permanent entre le demandeur et l'ensemble des bénéficiaires. C'est cette logique de guichet unique que nous voulons promouvoir, de façon à ce que nous soyons dans une réalité de
service ajouté, service à valeur ajoutée, pour qu'il n'y ait plus cette espèce de parcours du combattant où un jour on va aller voir la Sécu, le lendemain la CTM, le troisième jour la CCI, et qu'au final, on s'épuise, on se perd, on s'égare et qu'on n'a jamais de réponse. Ok, merci Daniel. Alors, d'autres questions sur des problématiques un peu différentes. Alors, en ce qui concerne les personnes atteintes de handicap, on n'en parle pas beaucoup. Est-ce qu'il y a un accompagnement? Je n'ai pas entendu, excuse-moi. Pardonne-moi. En ce qui concerne les personnes atteintes de handicap, quel accompagnement est prévu par Chemin d'Avenir? Et quid de la mise en réseau avec les acteurs du handicap? Alors, on a évoqué ce sujet-là déjà la semaine dernière, puisqu'on était sur la question de l'inclusion. Il y a deux enjeux qui sont clés pour nous. C'est d'abord l'individualisation de l'accompagnement. Donc, c'est avoir la possibilité, là aussi, donc, dès lors qu'il y a une demande, un besoin, de faire en sorte que, dans une logique d'inclusion, puisque c'est ça notre démarche, que la personne porteuse de handicap, comme une personne dite valide, puisse être traitée dans une logique de service public à valeur ajoutée. Donc, c'est faciliter tout le parcours, c'est flécher les demandes et surtout, ce qui se passe vraiment dans notre pays aujourd'hui, alors le mot a été prononcé, mais on est vraiment dans les logiques de cloisonnement et qu'il nous faut donc, comme c'est ce qui se passe dans tous les pays modernes ou les économies responsables, c'est de la mise en réseau, c'est-à-dire donc donner de l'info, de la visibilité sur les process et de s'engager sur le traitement et le livrable. Et ça, on ne sait pas faire. Malheureusement, on était avec, je vois Odile qui est là, on était à Bellefontaine l'autre jour, et cette question était au cœur de nos débats avec des parents qui sont concernés par la situation et qui nous aident tous. En fait, ce que l'on veut, c'est juste être accompagnés de manière individuelle. C'est parce que c'est déjà un drame familial ou personnel et que nous avons donc à cœur, tous ensemble, de mettre en place des démarches efficientes. Voilà. L'enjeu, c'est une réponse adaptée et dans un délai raisonnable. Donc, par rapport à cela, voici notre proposition. Bien, merci. Alors, du coup, je vais revenir sur une question, sur la question d'MC de tout à l'heure, qui était donc par rapport à l'accompagnement de ces petites entreprises. Comment survivre, un peu dans le prolongement, comment survivre face aux grands groupes? Il faut être agile et sur des secteurs où les grands groupes n'iront jamais. Alors, je dis ça de façon un peu comment dirais-je, abrupte, mais regardez bien quelle est la logique des grands groupes. Ils se mettent sur des secteurs ou des branches et ils développent un savoir-faire dans la distribution essentiellement, puisque c'est leur cœur de culture. Et aujourd'hui, ce que je pense, et pour l'avoir expérimenté, puisque bon, je suis aussi chef d'entreprise, mais il y a des tas de domaines, alors ceux que j'ai cités tout à l'heure, par exemple, sur la question du digital, vraiment, identifiez-moi un groupe béquet qui s'est signalé dans le digital. Donc, dans la transition énergétique, qui est mon métier, ils ne sont pas présents. Donc, la question, c'est d'adapter la logique de l'activité et de la production de biens ou de services d'une micro-entreprise, on va dire, à la réalité du besoin des consommateurs. Je regarde ce qui s'est passé pendant les confinements. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que beaucoup ont accédé à ce qu'on appelait le click and collect. Donc, ça veut dire qu'on n'y était pas. Donc, et ensuite, je vois qu'il y a beaucoup de transactions qui demeurent faites par TPE et qu'il y a une forte capacité à aller jusqu'à la vente sur des sites marchands. Donc, ne serait-ce que ça, ça fait partie des choses. Ensuite, je dis toujours, on peut vivre dans une économie de niche, donc de micro-activités, de micro-projets sur lesquels on peut adosser beaucoup d'activités. Donc, d'abord, la première chose, il faut franchement sortir les béquets de votre tête et deuxièmement, être dans des réalités de différenciation
d'identification d'activités à valeur ajoutée pour que l'on puisse ensemble voir comment accompagner, et c'est ça le rôle de la CTN. Alors, je ne voudrais pas être trop long sur cette réponse, mais j'ai à cœur de parler de cet écosystème parce que c'est une vraie réponse à la libération de l'économie. Très bien. Alors, MC continue et elle dit donc, du coup, mais quid de l'accompagnement en termes de formation pour les porteurs de projets? Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est-à-dire que s'il y a un enjeu formation, bien évidemment, alors, je pense que, et pour l'avoir vécu et continuer de le vivre, l'enjeu des porteurs de projets, c'est plutôt de l'accompagnement, donc du coaching, que simplement de la formation. Parce qu'aujourd'hui, sur le marché, il y a beaucoup de formations accessibles pour les porteurs de projets, qu'il s'agisse d'organismes de formation privés ou publics. Donc, de mon point de vue, l'offre est existante. Par contre, là où il y a de gros besoins, c'est de rompre avec l'isolement des chefs d'entreprise en herbe, de manière à ce qu'ils puissent avoir, soit sous forme de mentoring, soit sous forme de tutorat ou de coaching, la possibilité d'accéder à un pair, donc soit un chef d'entreprise qui est soit en cessation d'activité ou à la retraite, ou alors des professionnels de l'accompagnement. Et il en existe des compétents qui permettent de mettre en œuvre des choses de façon très efficace. Ok, super. Voilà, donc il y avait une question intéressante tout à l'heure concernant est-ce qu'une station F est possible en Martinique? Alors, il y a quelqu'un qui a entendu parler de mes projets. Oui, c'est possible et nous allons la faire. Oui, c'est possible. Et quand je parlais de cet écosystème, c'est exactement ça. Alors, il y a eu des tentatives. Je sais que notamment la Chambre de commerce a eu à l'occasion de plein de choses des velléités, mais ça n'a jamais existé, ça n'a jamais fonctionné. Ce ne sont jamais que des espaces où il y a finalement une logique d'accès à des loyers gérés par notamment la CCI. Nous, ce que nous voulons, ce n'est pas du tout ça. C'est de créer cette espèce d'écosystème, c'est comme ça qu'on l'appelle, alors station F ou pas, le nom sera à trouver, mais surtout, cet espace sera l'opportunité de pouvoir, rencontrer des chefs d'entreprise qui ont réussi. 2, avoir des espaces, des alvéoles, comme dans une ruche, où les personnes pourront venir travailler et se frotter les uns aux autres pour créer quelque chose qui libère vraiment l'imagination, libère l'innovation. Troisièmement, c'est aussi important de mettre dans cet espace des professionnels, des juristes, des comptables, des fiscalistes, des hommes et des femmes de marketing, de communication, pour que tous ensemble puissent travailler et offrir donc la meilleure manière de mettre en évidence, en valeur et en marché des projets. Et surtout, parce que nous pensons que c'est essentiel, y mettre aussi de la love money, c'est-à-dire mettre aussi de la possibilité de faire donc du business angel, donc trouver aussi donc des financements. Il se trouve que parmi les personnes que je connais bien, j'ai des amis qui sont dans les fonds d'investissement et ils ont envie d'investir en Martinique, contrairement à ce que beaucoup disent. Donc, ils ont envie d'investir en Martinique, ils le font partout, donc pourquoi pas ici? Donc voilà, c'est un projet global, très structuré, autour duquel, en tout cas pour ce qui me concerne, je suis sûr que ce sera, alors toujours avec une connotation. Je pense qu'il faut donner une couleur à ce genre de démarche et faire en sorte que nous soyons un phare de la création high-tech dans la Caraïbe. Très bien, merci pour cette réponse complète. Alors, il y a Pascal qui se demande, alors, est-ce qu'il y a un processus qui permettrait afin de permettre aux entreprises de développer nos activités dans la Caraïbe? Est-ce qu'il y a des circuits identifiés? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup et je pense qu'on pêche un peu sur cela. C'est-à-dire qu'on s'est beaucoup intéressé à faire partie des structures de la Caraïbe, CARICOM, OECS, enfin tout ça, mais ce n'est pas ça qui est essentiel. Ce que j'entends, c'est une structure opérationnelle d'accompagnement. Donc, c'est-à-dire que ce qui serait intéressant, c'est d'avoir la possibilité d'avoir des relais avec
les chambres les chambres de commerce franco-étrangères, avoir la possibilité d'avoir des opportunités de faire, comme les entreprises le font dans le monde entier, avoir des missions économiques qui permettent donc de rencontrer des partenaires potentiels, des acteurs. C'est-à-dire que là aussi, c'est accompagner et encadrer celles et ceux qui, avec de petits moyens, ne peuvent pas décemment envisager d'aller s'implanter dans la Caraïbe. Donc, l'enjeu pour la collectivité, c'est d'être un facilitateur et un animateur de réseau. Et je pense qu'avec ça, on aura l'opportunité, sachant qu'il y a quand même deux écueils qui sont quand même majeurs. Il y a toujours cet écueil d'abord du transport. Donc, voyager dans la Caraïbe, c'est pas simple, d'accord. Et ensuite, l'écueil de la fiscalité. Parce que créer de l'activité, c'est une chose. Ensuite, faire circuler la richesse entre la France et les États de la Caraïbe, ça veut dire qu'il nous faudrait des conventions fiscales et qu'à ce jour, elles n'existent pas. Très bien. Donc, il y a Annick qui revient sur la stratégie de formation et qui demande quelle stratégie de formation et d'adaptabilité sera mise en place pour que les demandes ou les offres du marché correspondent aux propositions d'emploi d'avenir. Alors, je vais faire une réponse très, très compliquée, vous allez voir, très, très compliquée. Un, connaître le besoin présent et futur. Donc, réellement être en mesure d'amener à maturité des compétences par rapport aux besoins des entreprises présents et futurs. Comment? D'abord, ce n'est pas compliqué, hein. Il s'agit de développer des logiques de questionnement, d'enquête, d'audit des besoins, et ensuite mettre en place, à travers soit des outils propres à la CTM, comme l'IMFPA, ou de développer à travers les organismes de formation une transformation de l'offre de formation qui corresponde enfin, j'ai dit enfin, aux besoins des entreprises. Il se trouve que dans ce domaine, on est dans le système D. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui ne trouvent pas la compétence telle qu'elles la souhaitent sur le marché de l'emploi, alors qu'on a vraiment beaucoup de demandeurs d'emploi. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a aujourd'hui, à la fois, le mot n'est pas joli, mais dans le recyclage des demandeurs d'emploi pour, par rapport à une compétence telle qu'ils l'ont aujourd'hui, les amener à être en maturité sur les besoins des acteurs économiques. Et surtout, l'autre volet, c'est quelle est la réelle performance de l'appareil éducatif? On peut vraiment quand même se poser la question. Quand on a des jeunes qui sont en sortie de cycle lycée et qui, pour beaucoup, soit veulent travailler ou veulent accéder à un BTS ou à autre chose, on se rend compte qu'il y a un vrai décalage. Donc, je pense qu'il faut réformer vraiment tout ce qui est cycle éducatif et ensuite faire en sorte que les compétences, mais c'est de l'anticipation, c'est de la prospective, puissent être disponibles pour les entreprises. Très bien, merci Daniel. Alors, une autre question, comment se développer avec des règles qui ne correspondent pas toujours à nos réalités? Est-ce que la CTM a la possibilité de changer ça? Alors, je peux entendre ça à plusieurs niveaux. Donc, c'est pour ça que je vais faire une première partie de réponse, mais j'aurais aimé avoir le complément. C'est-à-dire que les règles, d'abord, elles doivent être stables et elles doivent être visibles. Bien. Donc, je pense que l'enjeu de la CTM, c'est de toujours être en adaptation de ces dispositifs d'accompagnement. Donc, ça, c'est une chose. S'il s'agit des règles elles-mêmes, et notamment des conditions de marché, par exemple, comment faciliter l'accès pour les petites et moyennes entreprises au marché public. Bon. Là, on rentre dans une réalité d'adaptation de règles de droit. Mais c'est quelque chose qui peut être fait. Voilà, c'est-à-dire que j'ai trop souvent entendu que oui, le code des marchés publics, le code des marchés publics, cela. Non, le code des marchés publics permet à un donneur d'ordre public de mettre des critères qui sont des critères de sélection. Et ces critères, même s'il s'agit d'un marché d'appel d'offres européen, peut parfaitement être adapté parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Les entreprises, les grosses entreprises locales ou extérieures viennent et on rentre dans la logique de sous-traitance et on vit de miettes. Donc, je pense que la plus grosse part du gâteau doit être adressée aux petites et moyennes entreprises locales.
Bien. Alors, il y a une question qui revient. Je sais que c'est un sujet qu'on a déjà abordé plusieurs fois, mais c'est clair que ça intéresse vraiment beaucoup les gens. Les jeunes diplômés partent faire leurs études et ne reviennent pas parce que les conditions d'embauche ne leur sont pas favorables. Donc, on a parlé des salaires qui étaient bas, etc., des perspectives d'évolution qui étaient étroites. Et euh, en fait, quelle est votre vision face à ce problème qui menace notre développement, justement? Je me sens très concerné parce que j'ai deux filles qui sont hors de la Martinique. Vous savez, je pense qu'il faut d'abord les écouter. Parce que j'ai pris du temps pour ça. On a d'ailleurs fait un Insta dimanche avec Alison B. Coucou, je ne sais pas si elle nous entend ou elle nous écoute ou si elle nous verra tout à l'heure, mais il y a quand même un truc, c'est qu'il faut quand même s'intéresser à leur projet. C'est le point de départ. Parce que pour moi, il est totalement légitime pour un jeune d'avoir un projet de retour au pays ou un projet de vie à l'extérieur du pays. Donc, dans tous les cas de figure, nous devons être présents dans l'accompagnement. Ça, c'est le premier niveau. Ensuite, le deuxième niveau, nous l'avons proposé, donc je vais revenir dessus rapidement, c'est de mettre en œuvre des logiques de compensation pour que le différentiel de salaire entre ce qui était actuellement, ce qui est actuellement donc perçu par le jeune qui est en dehors de la Martinique et qui veut rentrer, qui a une opportunité d'emploi, mais qui se heurte à un différentiel de salaire. Donc, avoir un amortisseur nécessairement limité dans le temps, parce que le jeune qui vient, il amène des compétences, il amène donc des éléments qui vont augmenter la valeur ajoutée de l'entreprise, mais de façon à ce que le retour s'accompagne effectivement d'une non-perte de salaire. Et ça fait partie d'un ensemble de dispositions sur lesquelles je ne vais pas m'étendre ce soir, puisqu'on pourra le développer si vous le souhaitez, mais surtout faire en sorte qu'il y ait des mesures incitatives pour l'emploi des jeunes sur le territoire de la Martinique. Et ça passe par des éléments de bonification. Une entreprise bénéficie d'une aide de la CTN. Eh ben, elle a 100, et donc normalement, si elle embauche un jeune, elle aura 120. Voilà. Ensuite, donc aussi, dans le cadre des mesures en faveur de la transmission d'entreprise, un jeune qui veut reprendre, qui veut chercher du travail, et qu'il y a une personne, un senior qui part à la retraite, pour que le poste soit compensé, nous proposons de le financer. C'est-à-dire qu'il y ait une participation de la CTM au financement du remplacement du jeune. C'est aussi ça l'intergénérationnel. Donc, avoir des mesures très précises, très ciblées, très adaptées, qui permettent en toutes circonstances de favoriser le retour de ceux qui le souhaitent. Et quant à ceux qui veulent partir, eh bien, il faut aussi nous permettre de les accompagner et de voir anticiper sur quelles seraient les conditions d'un retour favorable au pays. Et merci pour ces illustrations. Alors, une autre question, est-ce que l'autonomie de la Martinique n'est pas indispensable au développement de celle-ci, ou du moins, est-ce qu'elle ne faciliterait pas les choses? Alors, je sais, alors, souffrez que je sois dans une, comment dirais-je, un complément de questionnement, parce que c'est quoi l'autonomie de la Martinique? Parce que c'est un concept. Maintenant, est-ce qu'il s'agit d'une évolution juridique qui ferait que la Martinique changerait de statut? Si c'est ça, est-ce que le changement de statut de la Martinique est un levier nécessaire pour un meilleur développement? Je ne crois pas ça. Ce n'est pas le changement de statut qui fera qu'on fera plus de bio. Ce n'est pas le changement de statut qui fera qu'on fera plus de production. Ce n'est pas le changement de statut qui fera qu'on développera davantage de valeur. Le changement de statut renvoie à la question de la responsabilité, et notamment de la responsabilité politique. Et là, je dis, et je pose la question, on a changé région-département pour CTM. Tout le monde disait que c'était ça qu'il fallait faire. Est-ce que cela s'est traduit par un meilleur développement économique? Donc, je crois que les questions de statut ou les questions institutionnelles sont rarement les bonnes réponses aux questions de développement, parce qu'il s'agit davantage, selon moi, d'être en réalité des accompagnateurs, des impulseurs, des anticipateurs, des équipementiers, c'est-à-dire des gens qui vont aménager le territoire, qui vont transformer la Martinique par le transport, mais plutôt que la question simplement d'un statut, indépendance, autonomie ou aujourd'hui CTM, bon, la question demeure posée.
je crois que l'on peut faire beaucoup mieux dans le cadre institutionnel actuel. Il faut changer les hommes. Très bien. Alors, une autre question par rapport au contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un plan de relance qui est prévu après le désastre de la COVID-19? Alors, on va faire on va être très pragmatique, hein. La CTM a eu l'occasion de voter un plan de relance, alors un plan de refondation, un plan de relance et de reconstruction. Bon. Doté d'à peu près, de mémoire, 860 millions d'euros. Bien. Vous savez, ma responsabilité est plutôt de considérer que, avant de dire c'est pas bon, voyons ce que l'on peut extraire de bon dans ce qui a déjà été voté pour que l'on mette en œuvre avec notre efficacité, avec notre savoir-faire, ce qui n'a pas pu fonctionner. Je rappelle que la CTM avait l'opportunité d'investir 100 millions d'euros par rapport à des prêts qui avaient été accordés et qui n'ont pas été mobilisés. Vous voyez ? Donc aujourd'hui, il y a quelque chose qui existe, qui a été voté par la majorité actuellement en place. Alors personnellement, j'y ai trouvé beaucoup d'éléments très imparfaits, mais par contre, je pense que si on veut être efficace, il faut partir de ça, mettre en œuvre tout ce qui mérite de l'être et réformer dans le temps. Très bien. Donc, alors, écoute, moi, je suis en train de regarder, je regardais l'heure. Il est 20h20 bientôt. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'accord. Daniel, je ne sais pas si tu as envie de rajouter un petit mot. Ce que je pense, en tout cas, c'est ma culture, c'est ma pratique, c'est ma vie. Moi, je suis un homme d'entreprise, je suis un homme de développement, je suis un homme d'activité. Je crois qu'il n'y a pas, j'allais dire, d'impossibilité à faire de la Martinique vraiment une terre prospère, une terre dans laquelle il y aura la possibilité de devenir un modèle pour l'ensemble du territoire et notamment de la Caraïbe. Pour ce faire, je crois qu'il faut changer de logique, il faut changer de paradigme, il faut s'inscrire dans une rupture et avoir le courage de le faire. Parce que l'enjeu pour nous maintenant et pour les années à venir, c'est de sortir de cette réalité économique de mal développement pour rentrer dans un développement économique intelligent autour des opportunités que nous offre l'ensemble de ce que nous vivons dans le contexte mondial. Donc, nous sommes certes petits, en tout cas en termes de territoire, mais nous avons la possibilité d'exceller dans le domaine économique. Et ça passe par un accompagnement, une détection des talents et faire en sorte que la Martinique puisse avoir un développement fortement connoté sur son identité, sur son patrimoine. Très bien. Bon, alors je disais à l'instant qu'effectivement, le temps qui nous était imparti est arrivé, puisqu'il est 20h20. Je crois que je vais pouvoir vous remercier sur la qualité des questions que vous avez posées. Le débat ce soir a été très riche, avec plein de questions intéressantes. Nous continuons. Alors, j'ai une dernière question. Comment, peut-être que ça, effectivement, ça va nous permettre encore vraiment de finir en beauté. Comment retrouver notre qualité de vie en Martinique avec ce modèle économique ambitieux, innovant, efficient que tu proposes? Alors, c'est une excellente question parce qu'en fait, le but que nous poursuivons, c'est justement celui-ci. C'est-à-dire que si on impacte la Martinique sur tout ce que nous proposons, à la fois la question de la gouvernance du territoire, la question de l'identité, de la culture, du patrimoine, un nouveau contrat social favorable à l'inclusion, quelque chose qui nous permet d'être audacieux dans le domaine économique, aménager notre territoire, avoir un transport qui soit un transport équitable et surtout avoir le souci du futur, mettre en œuvre des réalités dans lesquelles l'écologie sera notre relation essentielle avec notre milieu naturel, mais nous allons transformer la Martinique. Nous allons changer les choses. Mais nous allons y rajouter une chose, parce que c'est aussi ça l'enjeu de notre société, qui n'est pas lié à une compétence de la CTM, mais c'est avoir une société martiniquaise apaisée, dans laquelle
chacun pourra exister et être lui-même sans être dans cette division permanente, ce cloisonnement permanent, pour être dans un développement qui serait durable, harmonieux et dans lequel chacun pourrait effectivement se sentir mieux. Voilà, donc c'est une offre qui est globale et c'est ce que nous voulons proposer. Donc, mieux vivre ensemble pour le bien-être de chacun. C'est une très, très belle lueur d'espoir, en tous les cas. Merci. Écoutez, merci à tous pour toutes vos questions. Merci d'avoir pris le temps ce soir d'échanger donc avec Daniel sur toutes les questions qui nous importent beaucoup. Quoi dire de plus, sinon que évidemment, les rendez-vous, ils sont là, ils continuent. Donc, mercredi prochain, on sera de nouveau là à 19h30. Venez nombreux. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Puis, alors, en dehors de ces lives, alors Daniel parlait tout à l'heure d'une rencontre avec Alison, etc. On a plein de rencontres pleines de fraîcheur. Et puis, il y a d'autres sujets encore qui nous intéressent. Et pour le coup, vendredi soir à 19h30, on aura une super rencontre avec le docteur Thierry Lebrun sur les problématiques des sargasses. Je crois que ça aussi, c'est un sujet qui nous préoccupe énormément, où qu'on soit vraiment en Martinique. Donc, là aussi, donc, on va pouvoir vous envoyer donc, le mail et puis le lien Zoom pour que vous puissiez y participer. Donc, notez-le d'ores et déjà dans vos agendas. Et puis, mercredi prochain, on se retrouve à la même heure avec un nouvel axe, une nouvelle thématique et toutes vos questions. En attendant, dans l'intervalle, donc, je vous invite à suivre l'actualité du candidat et de la campagne en vous abonnant aux différentes pages. Donc, je vais laisser Dariel nous mettre tout ça sur le chat pour que tout le monde soit au fait. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée et puis je vous dis à très, très vite. Merci à tous et à très vite. Merci. Merci.